Bonjour à tous et bienvenue dans Le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et dans Le Scan, vous le savez, on suit ces élections de cette 9e circonscription des Français de l'étranger avec un journaliste de la rédaction de Tel Quel, Clément Rabu. Bonjour Clément. Bonjour Landry. Et notre invité exceptionnel aujourd'hui, c'est Elisabeth Moreno. Bonjour. Bonjour Benoît, bonjour Clément. Bonjour. Ancienne ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Vous êtes candidate depuis maintenant quelques jours. Il n'y a pas de candidate officiellement ou de candidat officiellement investi sur cette circonscription pour la majorité présidentielle. Il y avait plusieurs candidats qui avaient avancé leur pion. Plusieurs se sont retirés en votre nom. Première question que je voudrais vous poser, c'est à quel moment vous vous êtes dit « je veux être candidate pour cette circonscription » ? Exactement au moment où le président de la République me l'a demandé. Parce que, en vérité, vous savez, moi je ne suis pas une femme politique classique et traditionnelle. J'ai passé toute ma vie dans le monde de l'entreprise et dans le monde associatif. Je n'avais pas prévu de faire de la politique de cette manière, parce que quand vous êtes dans le monde associatif, vous faites de la politique quelque part, mais pas de cette manière. Et quand le président de la République m'a dit que c'était une bonne idée d'aller dans ces élections législatives, parce que je suis née au Cap-Vert, parce que j'ai vécu au Maroc avec ma famille, parce que je travaille avec le continent africain depuis plus de 15 ans, parce que j'ai été moi-même une Française de l'étranger et que je comprends parfaitement les préoccupations et les difficultés que mes compatriotes peuvent vivre, ben ça m'a semblé être une évidence. Et en plus, vous savez, je me souviens qu'à l'époque où je vivais au Maroc, ou même quand je vivais en Afrique du Sud, mon député, c'était le seul lien que j'avais avec les institutions publiques françaises. Et donc, pouvoir les représenter, défendre leurs droits et défendre leurs intérêts, eh ben pour moi, c'était une évidence. Et en plus, ça nourrit ma double identité dont je suis si fière. Je suis très fière d'être capverdienne, très fière d'être marocaine, très fière d'être française, et c'est une opportunité extraordinaire de réunir cette identité multiple qui m'habite. Alors vous êtes officiellement investi par la majorité présidentielle, je l'ai dit, mais un candidat dissident proche du parti Horizon d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, soutient fermement la souveraineté marocaine du Sahara. Quelle est votre position sur le sujet? Alors, avant de vous répondre à cette question que je sais extrêmement importante, je voudrais vous dire qu'il y a 4 candidats qui sont dans la majorité présidentielle, qui ont décidé de me rejoindre, et je veux les en remercier parce que moi je suis une candidate du rassemblement. J'ai proposé à Mehdi de me rejoindre également, il a décidé de continuer son chemin, je respecte son choix, mais je trouve qu'à un moment où il y a tellement d'enjeux, tellement de problématiques à régler, il eût été bon que nous nous rassemblions et que nous apportions cette majorité présidentielle au président de la République pour mener les réformes pour lesquelles il a été élu par les Français et les Françaises. Ensuite, pour répondre à cette question, moi je vais vous dire une chose très simple. J'ai une conviction personnelle très forte sur cette question du Sahara. C'est que le plan le plus solide, le plus efficace et le plus sérieux et le plus légitime que nous ayons aujourd'hui, c'est le plan qui a été dessiné par le Maroc, et donc c'est celui que je soutiens. Et je ne commenterai pas les propositions électoralistes de mes opposants. Je vais juste vous dire, la France est le premier pays à avoir soutenu le plan d'autonomie marocain en 2007. Nous étions les seuls. Je veux le rappeler. Vous savez, c'est toujours facile de vous rallier à des choses qui sont déjà parties. Moi, je vous dis qu'en 2007, quand le Maroc a dessiné ce plan, nous sommes les seuls à les avoir soutenus. Nous les avons défendus à l'ONU et nous avons été constants depuis cette période. Et cette position-là est celle qui, moi, me correspond le mieux, et c'est celle que je suis heureuse de soutenir. Donc vous n'irez pas plus loin, Elisabeth Moreno, vous ne pousserez pas à la reconnaissance de la souveraineté marocaine? Je pense qu'il est important de garder le dialogue ouvert, et mon soutien va pour ce plan d'autonomie. Alors Elisabeth Moreno, parlons un peu plus de votre programme. On ne va pas forcément détailler tout votre programme, vous avez parlé d'éducation, de santé. D'entrepreneuriat. D'entrepreneuriat. Je voudrais m'arrêter justement sur l'entrepreneuriat. Vous voulez faciliter les ponts entre les entrepreneurs français et les entreprises marocaines, les entrepreneurs marocains. Comment on fait concrètement pour faire cela? De manière très concrète, pragmatique et efficace. J'ai été chef d'entreprise pendant 30 ans, et je veux mettre au service des politiques publiques, au service de mes concitoyens, l'efficacité qu'on peut trouver dans les entreprises qui réussissent. Je veux créer des partenariats forts et solides.
Je veux travailler avec BPI, je veux travailler avec Business France, avec le groupement du patronat français, avec MEDEF International. J'ai rencontré M. Chakib Alej hier, qui représente le patronat marocain, avec cette ambition de créer des liens encore plus forts avec le patronat français. Et aussi une chose qui me tient très à cœur, c'est de créer un fonds d'investissement pour l'entrepreneuriat porté par les diasporas. Il y a quand même un sujet majeur dont on va parler, qui intéresse largement les franco-marocains et leurs proches. La réduction du nombre de visas depuis 2021, qui a eu des conséquences justement au niveau des arrivées des Marocains en France. Est-ce que vous, en tant que député de la 9e circonscription, si vous êtes élu, vous allez œuvrer pour justement l'augmentation de ce nombre de visas? Cette question, Clément, est très importante parce que je sais combien elle touche la vie de Français, de Franco-Marocains, dont les familles sont de l'autre côté de la Méditerranée. Ne pas pouvoir assister à un mariage parce que vous n'avez pas de visa, c'est dur. Parfois même, c'est humiliant. Il y a des chefs d'entreprise qui n'ont pas pu obtenir un visa pour aller assister aux universités du MEDEF, par exemple. C'est vexant, c'est humiliant, et je peux comprendre l'émotion que cela a créé pour les Marocains ici. Que ce soit d'un point de vue personnel, familial, amical, ou que ce soit d'un point de vue professionnel. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé, si j'obtenais la confiance des Français et des Françaises de cette circonscription, de lancer une commission d'enquête parlementaire qui permettra de faire la lumière sur tout ce qui dysfonctionne, pourquoi il n'y a pas de transparence, pourquoi on n'arrive pas à avoir des informations, pourquoi certaines personnes qui ont l'habitude de recevoir ces visas ne les reçoivent plus. En fait, il y a un travail de fond à faire sur cette question pour clarifier la situation et regarder ce que nous pouvons faire. En matière d'éducation, Elisabeth Moreno, beaucoup de Français de l'étranger trouvent excessifs les prix des établissements français. Certains de vos adversaires proposent la gratuité de l'éducation. Quelle est votre position sur ce sujet? Rien n'est gratuit en ce bas monde. Les professeurs, les enseignants français sont extrêmement reconnus pour la qualité de leur enseignement. Il faut les payer. Les établissements, il faut bien les payer. Les personnels qui accompagnent ces enfants, il faut bien les payer. Qui va les payer si on décide que c'est gratuit? Quand on dit l'école doit être gratuite, c'est les Français, c'est l'argent public. Cet argent, il ne tombe pas du ciel. Comment vont réagir les Français de l'Hexagone si j'arrive la fleur au fusil et que je leur dis vos impôts vont augmenter parce qu'on a besoin de trouver 2 milliards pour scolariser les enfants de nos compatriotes qui sont à l'étranger? C'est absurde. Donc, moi, je plaide pour trouver des partenariats innovants, des financements innovants, aller vers les entreprises du CAC 40 ou même des entreprises qui ont envie de contribuer à financer ces écoles. Parce que c'est vrai que les frais de scolarité ont quasiment doublé en 10 ans. C'est insupportable. Toutes les familles n'ont pas les moyens de payer certains frais de scolarité aujourd'hui. Merci beaucoup, Merci Elisabeth à vous. Moreno. C'était un plaisir.